aga mul on väga raske selgitada sakslasele digitaliseerimise ilu, sellepärast et ta ei ole kogenud seda kasu. I find it absolutely crucial. Digitization happens. It will continue. But it's now that as democracies we can say we are going to set the direction. The companies are closed. You don't know who is in charge. We are not slaves, we are workers. Questa è la necessità che l'Europa ha adesso di non rimanere schiacciato come un sandwich fra gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra, diventando una vera e propria colonia digitale. L'Europe est à la croisée des chemins. Notre continent est confronté au plus grand défi qu'il a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les réponses que nous apporterons à ces questions urgentes seront décisives pour l'avenir des prochaines générations. Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui préparent ce futur, bouleversent nos modes de vie et transforment nos paysages. Elle raconte un continent en pleine transformation, plus interconnecté que nous le pensons. Notre quotidien évolue à grande vitesse. Se parler, se voir, sortir, se diriger, travailler, notre vie entière est bouleversée par la révolution numérique. Cette transformation s'est encore accélérée avec la crise du Covid. Aujourd'hui, l'économie digitale croît 7 fois plus vite que le reste de l'économie. Les opportunités y semblent infinies. Mais ne sous-estimons pas nos limites. Dans le monde digital, notre continent est à la traîne. Aucun géant du web n'a vu le jour en Europe. Saurons-nous rattraper notre retard et prendre en main notre avenir numérique ? C'est après une séparation, du coup je me suis dit, bon j'essaye. Tout d'un coup il y a toutes les questions qui arrivent, qu'est-ce que je montre, comment moi je me présente et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer. Donc ça c'était hyper difficile de créer ce profil. Die Stadt war quasi neu, neue Menschen kennenlernen und ich bin ja nicht die Person, die in einer Bar auf Menschen zugeht und sagt Hallo, hier bin ich, wie geht's dir? J'avais des amis qui voulaient que j'essaie de rebondir un peu après une relation, une fin de relation un peu difficile. Pour tout et n'importe quoi, nous cliquons, swipons, tapotons sur nos smartphones. De plus en plus, les applis organisent notre quotidien et même jusqu'à notre vie intime. Un Européen sur 10 utilise au moins une appli de rencontre. La partie chouette des applications, c'est effectivement de rencontrer des gens qui sont hors de mon cercle amical. Et il y a des fois, c'est le clash, d'arriver, de voir la personne et de se dire ah bah non, c'est pas possible. Also es gibt, glaube ich, jedes Spektrum von ich suche den One-Night-Stand, ich suche den dritten Partner für mich und meine Freundin. Also da gibt es, glaube ich, jede Möglichkeit. Le fait de pouvoir, de manière cachée, derrière son écran d'ordinateur, accéder, entre guillemets, à des centaines, voire des milliers de profils de jeunes femmes potentiellement intéressées. Il y a un côté presque surréaliste. And it often reminds me of slot machines, that have these pictures that spin and kind of bing at you when you get a match. It combines that desire for sex and intimacy and also kind of looking constantly at what's around, and it can be very addictive, I think. I think it's affected the whole culture of the gay community quite profoundly. I mean, Grindr introduced this positioning technology. So then with Grindr, you would turn your phone on and you would see literally within 100 meters sort of how close these potential, gay men that you were going to meet were to you. And that was like a very new and exciting kind of concept.
Avec Julia, les choses que j'avais un peu ressenties dans nos échanges de messages se transformaient aussi dans la réalité. J'ai senti tout de suite qu'il y avait une vraie alchimie. And I think I liked the way you wrote and answered. It was pretty light and easy. But it was like hours of work. Ich glaube ihr nicht, dass wir uns getroffen hätten ohne die App. How did you decide to leave the app after you met? We decided that we would be exclusive, and at one point, I think one evening, we just said we haven't used it for like a month or something, so let's just delete it. And that was it, end of it. Okay. But we took screenshots of our conversation. True, yeah. To give it. Yeah, because if you delete it, it's probably, like somewhere on a server, but you don't have access to it. And so, yeah, we decided to do screenshots of all the messages we had sent each other before we met physically. Yeah. It's kind of our history. Okay. Yeah. Are you aware of your personal data rights? Absolutely not, on my side. Not at all. And you? Absolutely not. And you? I have no idea about that. Okay. Because one aspect is that you can request your data to a platform like Tinder or OkCupid. Even if you deleted the app? Even if you deleted it, they save it for some time. Il y a plusieurs problèmes liés à la protection des données personnelles dans les applications de rencontres. Par exemple, aucune application ou très peu vérifie l'identité d'une personne. Donc on s'expose à des inconnus, on donne beaucoup d'informations sensibles sans savoir qui est de l'autre côté de la machine. I have already had an experience where one of the photos I've shared with someone has recycled back to me through somebody else. And I've said to someone, oh, that's actually a photo of me, but like I'm not identifiable, but I knew I took the photo. So I think privacy is a huge issue. My safety rule is that, I keep my face kind of separate from my sexually explicit material, just in case someone decided to put it on a blog and then you're out there forever. Les applications de rencontres sont devenues un lieu où on peut collecter des données sensibles et qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme le statut VIH, l'orientation sexuelle. Ces informations sont vendues à des tiers. Et aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur où sont stockées et comment ils sont gérées ces données. Les données sont le carburant des réseaux digitaux. Sans elles, rien ne marche. Mais ensuite, que deviennent-elles ? Elles ne flottent pas dans l'air. Elles circulent via des câbles sous-marins. Environ 450 de ces câbles traversent les océans. Ces autoroutes numériques relient l'Europe aux États-Unis avant tout et aussi au reste du monde. C'est ainsi que circulent nos likes, nos posts, nos achats. Toutes ces données et métadonnées sont distribuées par des points d'échange Internet, puis stockées dans des milliers de data centers comme celui-ci. Ce qui nous paraît léger et quasiment invisible repose en fait sur de gigantesques infrastructures. Man sagt Internet und glaubt, es ist ein großes Netz, aber in Wirklichkeit sind es 55.000 einzelne Netze. Deswegen hat man sogenannte Internet Exchange in das Konzept des Internets eingebunden und über einen zentralen oder viele zentrale Punkte zusammenzuführen. L'un des principaux points d'échange Internet d'Europe, appelé DKIX, se trouve à Francfort-sur-le-Main, dans l'un de ces data centers hautement sécurisés. Wir haben keine Rechner, sondern wir haben Switche. Wir vermitteln den Zugang von einem Netz in das andere Netz. Der Prozess ist natürlich vollautomatisiert und geht in rasanter Geschwindigkeit. Man muss ja diese Exchange Points heutzutage sehen als internationale Austauschpunkte. Das heißt, es ist internationaler Verkehr.
Und wenn jetzt jemand aus Italien eine E-Mail nach Russland schicken will, dann wird er das vermutlich aus Italien heraus an den DKIX schicken und in DKIX greift dann ein russischer Provider das auf und liefert das dann nach Vladivostok oder wo auch immer hin. C'est un réseau stupéfiant, en perpétuel développement. Le socle de toutes nos activités dans le monde numérique. Mais l'Europe a un problème. La plupart des données sont enregistrées et traitées par des groupes technologiques américains et chinois. Pour utiliser leurs services, il faut consentir à la collecte de nos données et en les cédant, nous en perdons le contrôle. Les grands groupes peuvent en faire pratiquement ce qu'ils veulent. À partir de ce que nous faisons, consommons, pensons, ils peuvent créer des profils virtuels pour chacun d'entre nous. Et après nous avoir ainsi passés au crible, ils peuvent anticiper et influencer nos décisions et même nos opinions politiques. Cela s'appelle du micro-ciblage et c'est parfaitement courant. Les groupes technologiques font tout pour que nous nous croyions en sécurité quand nous naviguons sur le net. En réalité, c'est le Far West, la loi du plus fort, avec des effets déstabilisateurs parfois massifs. Нема да заборавам никогаш кога една од првите статии кои што закачија, да кажам, добро, односно има огромен број на шерови, лајкови, точно насловот Amazing, this plant can heal everything, confirmed by doctors, нешто во тој фазон. Направи за 24 часа околу 4.500 евра, нешто така. Си реков, ова можем да го терам цел живот. Fake news, hoax et autres cybermanipulations, ces fléaux ont envahi le net. Dans les Balkans, la Macédoine du Nord est devenue une plaque tournante des adeptes du clickbait, sorte de démarchage virtuel. Faute de perspectives professionnelles, de jeunes web designers bien formés créent de toutes pièces de faux contenus web. C'est le nombre de clics qui paye. Од проста причина што со буквално пола час на ден работа се заработуваше пример 10 просечни плати за тој пола час. Интересен сегмент е од почетоците на тоа. За Фраканција буквално беше тоа во статија во врска со керката на Обама ја прегази кола. Таа сторија стана вирална. Тогаш свативме дека има простор околу целата таа работа да се не само да пласираме тотално неиспитани, непроверени вести од сферата на здравје и убавина, туку почнавме да продаваме слотови. Едноставно, буквално не ги проверувавме што содржат тие постови, едноставно во ред си платил за тој слот, повели черното ти е. C'est surtout sur le marché américain que ces jeunes Macédoniens gagnent de l'argent. En partageant de fausses nouvelles sur des pages Facebook et Google, ils ont même réussi à influer sur l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Риториката која што ја имаше во добар дел од тие постои беше прорепубликанска, да кажем. Сега што е проблемот со тоа, бидејќи отпосле, поради контентот кој го шерувавме на огромна маса на луѓе, со дел од тој контент на исходот на изборите во 2016 кога за председател на Америка беше Трамп, избран председател Трамп. Во тоа време Google и Facebook беа под огромен притисок пред се од американската администрација, знаејќи што се случува на социјалните медиуми и каква пропаганда се шири. Чудно беше зошто не спречија во тој момент. Значи зошто не бевме, бидејќи тоа е буквално pull the plug за председател Трамп. Траеше тоа уште, мислам дека скоро 7 месеци процеси, додека да дојде моментот за да буквално не ги изгасат сите пејџови, сите ad акаунти и така натаму. Voici Vélez. La ville a acquis le triste surnom de capitale mondiale des fake news. Les fake news ont déstabilisé la démocratie américaine, mais elles ont aussi joué un rôle dans le Brexit
et à moindre échelle dans les présidentielles françaises de 2017. Jusqu'ici, les États ont peiné à trouver des parades. D'autant que des sociétés comme Facebook agissent comme des États indépendants, avec leurs propres lois. Il existe de nombreux réseaux sociaux, mais la suprématie mondiale de Facebook, aujourd'hui Meta, est écrasante. Côté commerce électronique, Amazon écrase sans pitié la concurrence. Cette hégémonie se retrouve dans presque tous les secteurs du numérique. L'infrastructure digitale du XXIe siècle a été bâtie par une poignée de sociétés américaines. L'Europe restera-t-elle à jamais dépendante de ces géants ? The Commission has decided to fine Google at 2.4 billion euros. And the European Union has hit Google with a record fine equal to $5 billion. 13 milliards d'euros, c'est le montant record de L'Union européenne déclare la guerre au monopole de certains géants du numérique. C'est la première institution publique au monde à s'y résoudre. Fair competition. Apple must recover up to 13 billion euros in unpaid taxes from Apple. Objectif de l'Union européenne, encadrer les acteurs hégémoniques du marché, les obliger à lutter contre les fake news et rendre aux citoyens le contrôle sur leurs données. What is happening right now is that democracy takes back sort of control of the essentials. For a very long time, really essential decisions have been taken in closed boardrooms and not in our democracy. And that is not to exclude the commercial side of technology, but that is to say that it's 100% legitimate that it is our elected representatives who sets the direction in our societies. Les géants du web n'ont pas dit leur dernier mot. À Bruxelles, leur lobby est énorme et puissant. Chaque année, ils dépensent près de 100 millions d'euros pour infléchir les décisions politiques dans leur sens. L'Union européenne prépare actuellement 2 paquets législatifs historiques. Une fois adoptés, ils permettront de lutter plus efficacement contre les contenus illégaux. Et les entreprises devront se montrer plus transparentes sur leurs algorithmes internes. Mais ce n'est pas tout. We are now in the process of a piece of legislation called the Digital Markets Act that will oblige those who hold significant market power to some degree to hold back. Right now we have an Amazon case which is exactly on this, that you are a small merchant on the Amazon marketplace. It's really difficult to get your own data, to get to know what your customers like, but Amazon Retail, they get all your data, know what you sell and what you don't sell so that they can compete against you. So that kind of seemingly quite simple things, that you can get your own data, should be a positive result of what we're doing right now. Les amendes et les directives suffiront-elles ? Regardons qui contrôle au niveau mondial les entreprises des technologies de l'information et les infrastructures européennes. Mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, 75% du capital des plateformes numériques sont détenus par des entreprises américaines. 20% par des Chinois et à peine 4% par des Européens. C'est un grave problème pour notre continent. Pourquoi l'Europe n'a-t-elle rien produit de comparable à Google ou Microsoft ? I think the reason why Europe has not fostered these giant companies was mistakes that we made maybe a decade ago. Because if you want to scale a company, you need a big market. And if you want to scale a company, you need a lot of risk-willing capital. And neither of those two things were provided 10 years ago in Europe. Where in the US, you would have a very unified digital single market, 2 languages, English, American, and Spanish. And you would have a capital market where capital would come with competence. L'Europe a commencé à rattraper son retard. Les investissements dans le secteur des startups affluent,
notamment sous l'impulsion de la Banque européenne d'investissement. Stockholm, la capitale suédoise, pourrait servir de modèle. Ici, la scène des startups et des investisseurs est particulièrement dynamique. Ce succès est lié à celui de la plateforme musicale Spotify qui est née ici. Sophia Benz faisait partie du noyau dur de l'équipe de Spotify quand l'entreprise a percé. Back at the time when I joined Spotify, how we got to meet interesting people was that we hosted Friday beers at our office. That I think was the embryo of the kind of Stockholm tech scene at that time for us at least. But no conferences and no meetups and no co-working spaces and no accelerators and no hubs. Aujourd'hui, Sophia travaille pour Cherry Ventures, un fonds de capital risque. As a VC, you are on the lookout for the next big tech company. The fund I work for, we invest primarily in European startups. When you work at a tech startup and you want to launch in Europe, of course it's a bit of a challenge because it's very different depending on if you're rolling out a product in Spain or in Germany or in Norway. So for me, my years at Spotify, we were launching in a number of markets. We learned a lot, and I felt like after having launched in the European markets, we had gained so much sort of insights and lessons learned that the US launch was, of course, a big chunk of work and not easy, but we were better equipped to do it because we had launched in Europe before. Så vill jag höra alla learnings och connections från de andra founders som vi kan. Exakt. Superbra. When I joined Spotify, I was 25 and I didn't have anyone to bounce ideas with, and I didn't sort of have someone around that have done a similar journey, and I wish that I would have had that. So I'm passionate about giving that to the founders that I invest in. Men min tanke är nog ändå att vi låter dem bygga på lite. Du ängelinvesterar och coachar. With Spotify, I think one of the key reasons why Spotify became so big is because the founders, they were determined to build a big company and not sell too early. And I'm really impressed with how they have been so keen to really make it a massive company coming from Europe. The effect that has on the ecosystem in general is incredibly inspiring. There's a lot of companies being started every second. It feels like in every second basement there's a new founder creating a new company. I think that sets the scene and it shows by example that it can be done. So there's no excuse. Aujourd'hui, on investit 20 fois plus dans les startups européennes qu'il y a 10 ans. 115 milliards de dollars en 2021. Considérable, mais toujours 3 fois moins que les 330 milliards investis aux États-Unis cette même année. Ces enjeux de financement ne sont pas le seul défi. Pour accroître son indépendance digitale, l'Europe doit résoudre un autre problème, celui des puces électroniques. Omniprésentes dans tous nos appareils, elles sont majoritairement importées d'Asie. L'Europe produit à peine 10% de ces puces. L'histoire fait parfois des détours amusants. Ici, à Dresde, l'ex-Allemagne de l'Est a jadis testé ses premiers microprocesseurs. Et c'est ici que l'Europe va peut-être réussir à combler son retard. (1961), das ist gerade 60 Jahre her, wurde hier ein Mikroelektronikinstitut gegründet. Gibt es eine technische Universität, die auf diesem Gebiet arbeitet. Und daraus hat sich sehr viel Industrie entwickelt. Auch nach den politischen Veränderungen und durch eine kluge Wirtschaftspolitik hier in der Region hat man das erhalten und weiterentwickelt. Dresden ist inzwischen das größte Mikroelektronik-Center in Europa. Das ganze Ökosystem vertreten, was man für eine Hightech-Industrie wie Mikroelektronik braucht. Das heißt deshalb auch das Silicon Saxony, ähnlich dem Silicon Valley in Kalifornien. Das sind hier ungefähr in der Größenordnung 70.000 Beschäftigte im Dresdner Raum in der Mikroelektronik in allen Sparten. Das ist schon ein Potenzial, was immens ist, was man nutzen kann. La demande explose. Mais pour cause de Covid, les difficultés d'approvisionnement frappent l'Europe autant que le reste du monde. Was es in Asien in den letzten Jahren mehr gab, ist deutlich mehr Regierungsunterstützung. Und da sind wir jetzt in Europa auch unterwegs, das zu beschleunigen. Also wirklich zu gucken, wie kann ich sicherstellen, dass ich zu jeder Zeit Zugriff auf diese Mikrochips habe
und eben nicht immer nur auf andere Geografien oder dann eben auch Verkehrsmittel angewiesen bin. Ich denke, einer der Aspekte dazu kommt, ist Sicherheit im Sinne von Datensicherheit, von sicher zu sein, die Chips, die ich dann wirklich einbaue, sind genau die Chips, die ich auch wirklich haben wollte und machen nicht irgendwelche Spionageaktivitäten. La révolution digitale place l'économie européenne devant un défi titanesque. Les services, marchands et non marchands, et même les processus de fabrication, sont de plus en plus numérisés et interconnectés. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut que les échanges de données soient absolument sécurisés. Or, de ce côté, il reste du chemin. Francesco Bonfiglio est un visionnaire. Il dirige Gaia X, l'un des projets les plus audacieux dans le domaine des infrastructures digitales. Son but ? Développer une infrastructure européenne garantissant la sécurité des échanges de données entre divers secteurs industriels et producteurs de contenu. Aujourd'hui, Gaia X relie déjà 14 centres nationaux et 324 des principales entreprises du continent. L'unico modo per poter migliorare la nostra vita, poter migliorare il modo di viaggiare, di vivere, di studiare, di lavorare è condividere i dati e condividerli tra più attori possibili e immaginabili. Ma dobbiamo farlo in modo sicuro. Dobbiamo avere dei luoghi dove depositare i nostri dati, esattamente come delle banche dove mettiamo i nostri soldi. Guarda, Gaia X promuove un approccio federativo, cooperativo, attraverso l'unione di tante capacità che già abbiamo in Europa, ma che singolarmente non possono combattere i grandi fenomeni monopolistici del digitale che vediamo. Stiamo costruendo un software che permette di unire i calcolatori, i data center, i cloud che abbiamo, e questo software girerà sopra le infrastrutture che oggi esistono, garantendo l'identità di chi accede ai dati, definendo le regole attraverso cui io posso accedere ai dati, e quindi passiamo dal dare controllo al prendere controllo dei nostri dati. Pour comprendre l'enjeu de cette sécurisation de nos données, regardons le secteur du tourisme. Imaginons une personne qui voyage dans différents pays avec différents moyens de transport. À l'avenir, elle pourra payer, s'enregistrer et s'identifier une seule fois pour tout son voyage. Les agences de voyage, compagnies aériennes et autorités de contrôle aux frontières utiliseront une seule et même plateforme. Mais pour rendre cela possible, la personne doit permettre l'accès à ces données dès le début du voyage. Des données qui auront été sécurisées grâce à la technologie blockchain utilisée par Gaia X. De quoi garantir la traçabilité pour chaque accès et chaque modification. Questo vuol dire che quando tu ed io utilizzeremo un servizio Gaia X, dove c'è scritto che quel servizio è sicuro e c'è scritto che quei dati possono essere utilizzati soltanto da te oppure da altri attori che tu hai identificato, tu sarai assicurato che quel servizio si comporta così. Regulation by Automation, questo è il nome che ho dato io. Questa è una grande rivoluzione. È una grande rivoluzione perché è una sorta di democrazia digitale che noi stiamo portando in un mondo che è stato deregolato fino ad ora. Questo produrrà un'opportunità per l'Europa per essere prima, una volta tanto, nel mondo della trasformazione digitale, e che possa dare anche alle imprese europee una possibilità di costruire nuova economia, di recuperare anche l'economia che oggi in realtà stiamo dando fuori i confini europei. L'économie numérique européenne ne peut pas encore rivaliser avec celle des États-Unis et de la Chine. D'après l'Union européenne, pour devenir compétitif, il nous faudrait investir 1 250 milliards d'euros dans la transformation digitale en 10 ans. Jusqu'ici, le fonds de relance de l'Union européenne n'a prévu qu'un dixième de cette somme. Pourtant, certaines régions européennes ont pris une nette avance. En matière de numérisation, aucun pays au monde n'est plus avancé que l'Estonie. Pourquoi la transformation a-t-elle si bien fonctionné ici, à la pointe nord-est de l'Union européenne? En quoi ce pays balte, avec ses 1,3 million d'habitants, est-il si différent? Kogu Unicorni initsiatiivi mõte on võtta ära hirm tüdrukutel tehnoloogia, füüsika, keemia
ja matemaatika suhtes. Et meil on tulnud siin ettepanek, et sügisest ikkagi võtta poisid ka kampa, et käsi püsti, kes tahavad, et poisid tuleksid ringi. Käsi püsti, kes tahavad, et poisid ei tuleks ringi. See on minu tütar ja tema on see põhjus, miks üldse see üritus siin toimub ja miks meil on tüdrukute koolid üle Eesti kõik laiali õppimas tehnoloogiat. Ta on ka üks juhendajatest täna siin. Ehk siis need, kes on meil vanemad lapsed, need juhendavad ka meil neid ringe tunde siin koha peal. Pendant 5 ans, Taavi Kotka a été directeur des services d'information du gouvernement estonien. C'est aussi un entrepreneur actif dans le numérique. Cette alliance entre privé et public est typique de l'Estonie. Definitely I like to do big stuff. That's the reason why I went to become a CIO. If you are a high officer in government, the influence you have on society is way bigger than any CEO of the, I don't know, Deutsche Telekom or like in a large bank or something. If I think like how much money I brought from EU to Estonian ICT sector, what changes we had without like e-residents and things like that. It wasn't a one-man show, it was always like a teamwork, but it was a big effort. Exemple particulièrement réussi de cette transformation digitale, le système de santé estonien. Ici, les hôpitaux, le personnel médical et les laboratoires sont tous connectés les uns aux autres. See võimalus suhelda mitte ainult Eesti meditsiinisüsteemi raames on hästi kasulik. Ehk siis see, et see info on meil varakult käes, võimaldab meil tegelikult patsiente paremini ravida. Hea näide on ju kiirabi. Meil on olemas e-kiirabi, ehk siis kiirabis enam paberkaarte ei kasutata, vaid kasutatakse sellist iPadi. Ehk siis, kui meil on patsiendi info isikukood teada, siis juba enne, kui me jõuame kiirabiga patsiendi juurde, me saame siit näha tema varasemat meditsiinilist tausta. Me saame näha, mis haigused tal on, mis retseptid tal on välja kirjutatud, kas ta on vaktsineeritud. Et haigla on siis kohe informeeritud sellest, kui mõni patsient siia poole hakkab tulema ja saab ennast juba eelnevalt kurssi viia. La protection des données médicales est un enjeu fondamental si on veut garder le contrôle de sa vie privée. En Estonie, les règles en matière de santé sont très claires. See on minu tervishoiuandmete logiraamat. Ehk siis siin sellel kohas ma näen kõiki neid arste, õdesid, kes läbi ajaloo on minu andmeid vaadanud. Ja kui ma näen siin mõnda nime või kedagi, keda ma ei tunne, siis ma saan teha kaebuse ja küsida, et miks minu andmeid on vaadatud. Ja kui seal ei ole õiget seletust, siis see inimene läheb vangi. Nii lihtne ongi. Ja see on tegelikult see viis, kuidas sa saad selle läbipaistvuse ja aru saama, et andmed võib usaldada tegelikult teistele arstidele, teistele õdedele ka. Ütleme seda, et see hirm, et me ei tohi digitaalseks minna, sest siis hakkame kaotama kontrolli oma andmete üle, see hirm on alusetu. Alors pourquoi l'Estonie est-elle si avancée en matière de numérisation? Les raisons sont à la fois historiques et géographiques. Igaks suuremaks muutuseks on vaja valu. Ja Eesti valu oli see, et kui me saime vabaks Nõukogude Liidust, siis kuidagi oli vaja üles ehitama hakata uut majandust. Ja me tahtsime olla midagi muud kui see, mis oli Nõukogude Liit. Aga Eesti miinus on see, et meil on palju maad, meil oleme suurem kui Šveits või Taani, aga meil ei ole inimesi. Ehk siis hästi palju väikseid külasid, väikseid linnu ja sellistes linnades oli väga raske pakkuda efektiivselt erinevaid teenuseid. Pangandusteenust, riigivalitsemise teenust. Ja see oli ka meie valu, eks me saime aru, et me peame sundima inimesi kasutama internetti, kasutama digitaalseid töövahendeid. Avec Israël,
l'Estonie détient aujourd'hui le record mondial de licornes par habitant, c'est-à-dire des start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars. e-Estonia est devenu l'emblème de son économie numérique, qui pèse 1/4 du PIB du pays. Me oleme tulnud siis Eesti Esitluskeskusesse ja see organisatsioon loodi juba üle 10 aastat tagasi ja meie peamiseks eesmärgiks on siis tutvustada e-Eesti edulugu digitaliseerumises. Aastas meil käib siin keskuses kokku kusagil 11 000 inimest, aga avalikus sektoris käivad meil eelkõige siis ministrid, presidendid, võtame nende delegatsioone vastu ja aitame siis teistel riikidel saada sama edukaks digitaliseerumises nagu Eestis. Eesti kõige suurim eesmärk on tegelikult muutuda proaktiivseks. See tähendab seda selgelt, et me tahame pakkuda inimestele teenuseid enne, kui nad ise selle peale üldse mõtleksidki. Ja üks väga hea näide nendest on lapse toetus. Kui laps on haiglas sündinud, siis see kõik käib automaatselt. Et vanem ei pea minema oma sünnidokumentidega kuskil ametiasutusse, vaid ta saab siis ka selgelt automaatselt, kui laps on registreeritud, et ta on sündinud, siis saab teada, et millist pangakontot ta tahab kasutada ja siis saadetakse talle siis raha sinna kontole. Kõik teenused on online. Ma ei tea, on see siis tervishoid või on see haridus või on see finants, see on mingit tähtsust. Te ei saagi minna enam paberi peale tagasi, polegi võimalik enam. Meil süsteemid ei funktsioneeri niimoodi enam. Sellepärast on ka meil andmesaatkonnad Data Embassy's, meil on väljapool oma riiki, et juhul kui meil on suur küberrünnak, mis iganes, et me saame nii-öelda rebootida oma riigi kuskilt väljapoolt oma enda riigi piiri. Taavi Kotka parle d'expérience. En 2007, l'Estonie a été le premier pays à subir officiellement une cyberattaque de la Russie voisine. Depuis, l'État balte est aux avant-postes de la défense cyber de l'OTAN. Avec sa vision d'une société totalement numérisée, le gouvernement va même jusqu'à s'affranchir de l'idée de frontières nationales. E-residentsus on nagu digitaalne kodakondsus. Saad ettevõtte asutada, saad ettevõtted juhtida, saad ettevõtted sulgeda. Aga meil on täna umbes 90 000 e-residenti. Et me oleme suutnud oma majandust juba avada väga suurel hulgal inimestele ja see kõik on alles algus. Me kõik avastame seda maailma veel. L'Estonie montre comment la transition digitale de tout un pays peut réussir. Ici, engagement privé et public se conjuguent l'un à l'autre pour un bénéfice mutuel. Mais il existe d'autres expériences prometteuses sur le continent. È sempre stato un ibrido, la nostra democrazia digitale non è mai stata Facebook democracy. Click here and democracy will work. La ville de Barcelone a lancé un projet radical et porteur d'avenir. Ici, les outils numériques sont conçus pour renforcer la démocratie locale. La nostra idea di democrazia digitale è sempre stato un ibrido fra gli spazi fisici, i quartieri, i territori e una democrazia digitale che mette al centro i diritti delle persone, la privacy delle persone, ma soprattutto la capacità di esercitare un potere sulla decisione pubblica. Cela fait longtemps que l'Italienne Francesca Bria défend la participation citoyenne. En charge des systèmes d'information de la mairie de Barcelone, elle a lancé ce programme il y a 6 ans. Un giorno mi ha squillato il telefono e al telefono c'era Ada Colau, appena eletta sindaca di Barcellona. Io a Londra mi occupavo proprio di nuove piattaforme di partecipazione democratica, di mettere la tecnologia al servizio di una nuova forma di politica e mi ha chiesto: vieni a Barcellona a implementare le cose che stai facendo qui da noi. La questione della tecnologia è una questione politica, io sono convinta di questo. Non si parte mai dalla tecnologia, si parte da quelli che sono i problemi sociali, i problemi economici, i problemi politici e anche quelli ambientali.
più grosso esperimento che abbiamo fatto è stato quello sulla partecipazione democratica. Abbiamo creato una piattaforma che si chiama Decidim Barcelona. Decidim és una plataforma digital de participació ciutadana. Està dissenyada perquè puguis participar de manera digital, però també perquè puguis recollir tot el que està passant en presencial. Durant els últims 4 anys hem realitzat diferents processos de participació de tot tipus. Plans de mobilitat, plans urbanístics, disseny d'espai públic. Questo è stato, il primo grande esperimento che ci ha poi portato appunto a eleggere dal basso quelle che sono state le priorità della città di Barcellona. La casa come diritto fondamentale per tutti, lo sviluppo ad esempio di un nuovo modello di urbanistica che si chiama le superillas. Si les superillas ont pu voir le jour, c'est grâce aux citoyennes et citoyens engagés dans Decidim. Ce sont eux qui ont élaboré le nouveau plan de mobilité de la ville. Ils ont sélectionné 120 croisements, à partir desquels rues et carrefours ont été fermés à la circulation, arborés et rendus aux riverains. 40.000 persones van participar en el procés de planificació estratègica de tota la ciutat pels propers 4 anys. Es van aprovar al voltant del 70% de les propostes ciutadanes i aquestes propostes es van continuar i es van fer un seguiment. Per tant, Decidim ja va permetre una gran influència sobre les polítiques de la ciutat. Che una volta che abbiamo creato Decidim qui a Barcellona è stata subito utilizzata a Helsinki, in Islanda, a Madrid, a Torino, a Milano, a Roma. Ora ci sono più di 80 città che utilizzano Decidim Barcellona, tantissimi paesi nel mondo e è diventata un po' una piattaforma europea per la partecipazione democratica. Un esperimento, io credo, a Barcellona è in corso ed è stato fatto, ma non basta. Bisogna farlo diventare un modello di un'Europa che non rinuncia di essere un'alternativa, ok, alle big tech di Silicon Valley e a un modello, di autoritarismo digitale che entra nelle nostre vite e che non lascia spazio per la democrazia, la partecipazione e la libertà fondamentale. Grazie Francesca. Jusqu'ici, la numérisation a surtout profité aux grandes zones urbaines. Mais elle impacte aussi les régions rurales isolées qu'elle peut connecter aux zones de gisement d'emploi. It was driving through rural Ireland and seeing towns that were visibly deteriorating and main streets just looking like there was no life in them. And thinking, how do you solve a problem like that? Bien avant le Covid, en Irlande, une initiative citoyenne avait décidé de lutter contre la désertification des zones rurales. Objectif, aider les gens isolés à télétravailler plutôt que de déménager. Tracy Keogh est la fondatrice de Grow Remote. Grow Remote is a community development organisation and we make remote work both visible and accessible. There are no jobs here is a defeatist attitude, and what we should be saying is there are jobs everywhere and I'm here. De fait, Grow Remote met en relation des personnes à la recherche d'un emploi et les emplois vacants, en formant les gens à mieux télétravailler. By remote work, we mean location-agnostic employment, so not freelancing, entrepreneurship, digital nomads, just employment. Mike, how's it going? Hi, how are things? How are you? You got a new job, congratulations. Yeah, thank you. Moved up into senior engineer now. Amazing. Yeah. That's brilliant. I'd never ever thought that remote work could be something that I'd be able to do. Yeah. I just decided to apply on spec, and then there I was. You have the fact that there are 55,000 jobs open today in any community across Europe that could land there if only people knew about them. Well, we do have a lot of people as well that are from around here that would be perfect for remote jobs like mine. There's no reason that other people can't do exactly what I'm doing. You don't have to go to a big city just to get a good job. You can have one wherever you happen to be. Yeah, that's the plan.
There's a stat in Ireland that the government use for every one job that our institutions create, you create 2 more in the community, in the coffee shop, in the bookstore. And that is where we start to breathe life back in, where our towns become more attractive. There's more disposable income in there. Joanne Ozzie, qui a un poste de direction à la Banque nationale d'Irlande, est une fervente défenseuse de Grow Remote et une amie de Tracy. Sometimes people say, oh, how do you manage a team remotely and how can you have the honest conversation? I personally feel more connected with my staff than I ever did. I have 800 colleagues reporting into me. I'm talking to them on Skype, I'm talking to them on Zoom, I'm talking to them on Teams, and actually I feel more connected and it's just fantastic. How much extra time are you getting in the local community? Like, what's it? It's so different, Tracy. I'm spending probably most evenings on the football pitch. I'm involved with my local farmers market. I'm involved with my local community groups. It's life-changing. Absolutely life-changing. This time, 2 years ago, I was probably sitting in a hotel room in Dublin, working late at night, whereas now I actually have a life, which is great. Grow Remote veut aider les gens à avoir un avenir choisi, chez eux, avec des vrais contrats de travail. De quoi faire rêver les quelques 28 millions d'Européens employés aujourd'hui par des plateformes Internet. En 2025, il y en aura 15 millions de plus. Des emplois souvent précaires, à commencer par la livraison à domicile. Auto-entrepreneurs, travailleurs à la tâche, les coursiers n'ont en général que très peu de droits et aucune sécurité. We have no insurance, we're not covered, and there is no contract, so basically you cannot rent a home. Malgré cette absence de protection sociale, ces travailleurs sans droit livrent quotidiennement des milliers de repas. The companies are closed. You don't know who is in charge. You don't know who is managing them. When you have problems, you don't know who to go to. Après avoir fui le Nigeria, Osa Eromoselle vit depuis 6 ans en Italie, à Milan. Toujours en attente d'un titre de séjour permanent, Osa est l'un des 60 000 livreurs à vélo du pays. A friend of mine, Angelo, he gave me a flyer about organizing for this movement called Rights for Riders. And then I was so interested because actually nobody was talking about that. We didn't have anybody representing us in the national level. And we did our first manifestation. We need to be called workers, not just riders. So we decided to use that point, that moment, to send them a message that we are not slaves, we are workers, so we deserve some rights. We made a movement, and we were so glad that even the Italians came and supported us, and we won. For now, it's just justice that decide to give a permanent contract. It's the beginning. This is not all we want. I'm one of the lucky ones that got the permanent contract, but we're also fighting for the rights of others, not just me. We are fighting also for a European level and also a global level because we have friends also in different countries who are experiencing the same thing. Partout en Europe, les livreurs se mobilisent. Soutenus par le Parlement européen, ils veulent être reconnus comme travailleurs à part entière, comme en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Clairement, la révolution digitale accentue les inégalités, souvent au détriment des plus faibles socialement. I have that strong belief that it will change, especially now that things are digitalizing, things are changing. Like in most of the countries, robots are delivering foods. So, yeah. So I think there will be a change. Yeah, there will be a change. Very soon our help might not be needed anymore. Yeah. En Estonie, les startups préparent déjà cet autre avenir. Celui où le livreur humain deviendra optionnel. See ei ole mingi tulevik, see robot ei ole mingisugune mänguasi, mis siin ees tagasi sõidab. Ma olen tarninud üle 1,8 miljoni paki. Mis puudutab meie tuleviku arengut, siis kindlasti Euroopa kui selline on meie jaoks oluline. Ma usun, et meil on palju linnasid,
kohe siin lähitulevikus lansseerime. Aga põhimõtteliselt me saamegi öelda, et tulevik jaguneb ju kaheks. Nendeks inimesteks, kes sellele robotid ütlevad, mida nad tegema peavad, ja nendeks inimesteks, kes ütlevad robotitele, mida nad tegema peavad. Eks, kui ma saan aru, et eestlaste ambitsioon on selgelt ikkagi olla need, kes ütlevad robotitele, mis nad tegema peavad, mitte vastupidi. Une étude récente de McKinsey a évalué l'avenir du travail dans l'Union européenne. Résultat, l'automatisation pourrait faire disparaître 21 millions d'emplois d'ici 2030. En même temps, elle en créerait 23 millions d'autres. Des perspectives existent donc, mais pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. Mul on väga raske selgitada sakslasele digitaliseerimise ilu, sellepärast et ta ei ole kogenud seda kasu, mis sellest tuleb. Et kui lihtsaks läheb sinu elu, kui vähe sa pead aega raiskama mingite tühjade käikude või mõtestuste peale, sellepärast et kõik on automatiseeritud. Ehk siis, ja see on see põhjus, miks Šveitsi või Saksamaa ei ole jõuliselt hakanud kogu oma riiki digitaliseerima. Et kui me võrdleme digisüsteeme, seda võimekust, mida moodi saab üldse automatiseerida erinevaid teenuseid, siis jah, Lääne-Euroopa võrreldes Skandinaaviaga on 10-15 aastat on see vahe, et jõuda samal levelil. Dans la grande compétition numérique, l'Europe ne rattrapera peut-être pas les États-Unis et la Chine. Mais son ambition est de faire en sorte que la transformation digitale renforce la souveraineté de ses citoyens et leur garantisse la protection de leur vie privée. This should be, mission critical for prime ministers, because it is mission critical that we as humans know what we're dealing with. Otherwise, there is a risk that we will just be, pawns producing data and not acting citizens. For me, the most important thing is that people feel empowered. That is my data, I create it, I own it, I control it. That we as a society decide what do we want to do with technology, so that we remain a society for humans and not a technological society. Le potentiel existe. À l'Europe de profiter de la prochaine vague de transformation et renforcer sa compétitivité et son indépendance. L'avenir numérique est entre nos mains.